Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Cette série vise à vous présenter les concepts principaux de la psychologie analytique sous une forme succincte et vous permettre ensuite de faire une discussion avec l'intervenant lors d'un Zoom qui est ensuite enregistré et proposé à ceux qui se procurent l'enregistrement après. C'est un format bref qui vise à n'être qu'une introduction, un exposé de l'essentiel. Le site internet groupe-jung.fr vous donne le détail des présentations disponibles et de celles qui sont projetées. Bonjour, je suis Caroline Rivière, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste, membre de la SFPA et de la IPA, et je vais vous présenter aujourd'hui une introduction au concept du soi. Le chemin de Jung vers le concept de soi. C'est assez tardivement que Jung choisit cette notion du soi pour décrire la relation entre le moi et l'inconscient. Il emprunte le terme à la philosophie indienne du Rig Veda, dont l'étymologie en sanskrit et en pali se dit Atman, et que l'on pourrait traduire par souffle, principe de vie, âme, soi, essence. Dans son autobiographie Ma vie, Jung éclaire la manière dont sa réflexion sur la psychologie du soi ou la psychologie des profondeurs se relie à son vécu intime de l'inconscient tout au long de sa vie. C'est donc un concept dont la portée est immense dans l'œuvre de Jung et dont la maturation est évolutive. Donc pour aborder cette notion complexe, je vous propose de suivre aujourd'hui le cheminement de Jung en nous replongeant dans son vécu du soi et les étapes de la maturation de sa pensée entre 1906 et 1940. Tout d'abord, les prémices entre 1906 et 1913, lorsque Jung va prendre position sur l'inceste symbolique contre Freud. La rencontre avec Freud à partir de 1906 va consteller chez Jung des contenus inconscients, intellectuels et affectifs, on pourrait dire pris dans son complexe paternel, qui aboutiront à l'émergence créative de sa propre pensée concernant la conception de la libido. Entre 1906 et 1912, les tensions que ressent Jung s'accentuent vis-à-vis de la théorie sexuelle de la libido chez Freud. Jung ne remet pas en cause la sexualité infantile ni le refoulement des contenus incestueux oedipiens qui entraînent des fixations, des régressions pathologiques, des projections malheureuses sur le monde extérieur. Il ne remet pas en cause et partage avec Freud le fait que le transfert dans la cure psychanalytique est le facteur primordial de guérison pour libérer les patients et leur permettre une meilleure adaptation sociale, professionnelle, amoureuse. Mais il ne peut se résoudre à voir dans la libido sexuelle l'unique facteur à l'origine des névroses et encore moins des psychoses. Pendant longtemps, le conflit intérieur de Jung reste dans l'ombre. Mais à l'occasion d'un voyage qu'il fait avec Freud vers les USA, il fait un rêve dont il lui parle. Dans ce rêve, que vous pourrez trouver page 186 dans Ma vie, Jung se trouve dans une maison inconnue, mais c'est la sienne. Il l'explore et découvre en la descendant de vastes pièces qui l'emmènent vers des temps de plus en plus anciens. Le rez-de-chaussée est moyenâgeux, la cave est romaine, puis plus bas encore, dans les fondations de la maison, il découvre des ossements et des objets, vestiges d'une civilisation ancienne. Le rêve s'achève alors que Jung voit deux crânes humains désagrégés. Pour Freud, l'interprétation de ce rêve s'oriente vers le désir archaïque de mort et de meurtre du père. Pour Jung, si ce rêve parle bien des strates les plus profondes et archaïques de sa propre psyché, il parle aussi objectivement de contextes historiques plus généraux. Par ce rêve, me dit-il, je soupçonnais pour la première fois l'existence d'un a priori collectif à la psyché personnelle. Son pressentiment n'ira pas plus loin, mais il commence, à son retour des Amériques, à faire des recherches sur l'archéologie et sur la mythologie et envisage de publier un écrit sur sa conception de la libido. Au moment de ce rêve,
Effet de synchronicité, pourrait-on dire, il découvre la publication de Théodore Flournoy sur les fantasmes et les rêveries d'une jeune américaine, Miss Miller, qui lui serviront de matériel pour étayer ses hypothèses. En 1911 et 1912, Jung publie en 2 volumes Les Métamorphoses de la libido, qui deviendra Les Métamorphoses de l'âme et ses symboles, cet ouvrage qui sonnera le glas de son amitié avec Freud dès 1913. Il découvre dans les matériaux inconscients de Miss Miller des motifs structurels de l'âme humaine sous forme d'images qui répètent et reprennent les motifs du héros et de l'inceste, tels qu'ils apparaissent dans les mythes, les religions, les contes ancestraux. Cela lui permet de nourrir son hypothèse d'un inconscient transpersonnel, en montrant que la régression de la libido dans l'inconscient de Miss Miller va au-delà des contenus incestuels refoulés de son histoire personnelle et active des contenus inconscients mythologiques qui, loin d'être dépassés, sont à comprendre comme un langage symbolique vivant, primitif et toujours actif dans la psyché, c'est-à-dire chargé d'énergie. De ce point de vue, l'inceste comme symbole parle pour Jung de l'union intérieure du conscient et de l'inconscient, de l'aspiration à l'union psychique entre le moins conscient et l'inconscient. Jung réfute donc en partie la nature sexuelle de la libido et voit dans l'inceste une énergie primordiale, indifférenciée, qui dans le langage primitif de l'inconscient se symbolise sous forme d'une union sexuelle. Cette image primordiale, chargée d'intensité énergétique, exerce sur la psyché des effets de fascination et d'attraction. Cette attraction d'image incestuelle est pour Jung celle d'une complétude représentée par l'union du conscient et de l'inconscient, poussant la libido de Miss Miller à régresser dans le sein de la mère, entre guillemets, dans l'inconscient originel et son état de félicité, d'abondance sans limite. Pour Jung, l'inceste des origines est en quelque sorte l'attracteur qui nous pousse à rechercher toujours le désir du même tel qu'il a existé dans l'état d'inconscience avant l'émergence du moi comme centre de la conscience. Ce désir du lien au même se projette dans l'enfance sur les plus proches, les parents, les frères et sœurs, créant des fixations néfastes ou conduisant à des passages à l'acte pathologique, des incestes. Il est aussi au cœur de l'attirance régressive qui dure tout au long de la vie vers l'idéal de complétude qui se projette sur les relations amoureuses, sociales, professionnelles, matérielles, idéologiques, etc. Ce lien d'inceste maladive est celui que l'on retrouve dans le transfert comme facteur qui devient alors thérapeutique. Mais pour Jung, il relève moins de la libido sexuelle dans la relation d'objet que du désir d'union intérieure qui sous-tend la recherche du même dans la projection sur l'environnement. En dépassant le point de vue freudien, Jung découvre la valeur positive de l'inceste et de la régression à l'inconscient dans ses possibilités de transformation et de différenciation du conscient et de l'inconscient. Il analyse pour cela les matériaux inconscients qui émergent dans la psyché de Miss Miller à travers le mythe du héros, personnage inconscient auquel elle est identifiée. Ce mythe lui révèle qu'au terme d'un parcours héroïque de sacrifice de ce lien d'inceste, sacrifices qui sont ici comparables en partie aux pertes, aux séparations oedipiennes, au deuil, au travail de retrait des projections et des identifications incestuelles, le héros meurt à lui-même. Cette mort symbolique est celle du moi héroïque. Elle est la condition d'une renaissance, celle d'une ouverture à une nouvelle énergie de vie, dans une relation renouvelée, différenciée du moi à l'inconscient. Jung a donc découvert dans les fantaisies de Miss Miller que le désir d'inceste porte en lui un trésor, la valeur d'un inceste symbolique, c'est-à-dire d'une union psychique où le moi conscient peut entrer dans une relation vivante à l'inconscient, ouvrant de nouvelles possibilités de vie. Jung savait qu'en définissant la libido comme énergie, il lui en coûterait son amitié avec Freud, mais il pressent que l'inconscient ne s'arrête pas au contenu refoulé de l'histoire infantile. Il ne parle pas encore d'inconscient collectif ni d'archétype, mais il pressent que l'inconscient est une source d'énergie dont les matériaux activés sont constitutifs de possibilités types, instinctives, communes à l'esprit humain. Le symbole de l'inceste est donc une première intuition qu'il développera plus tard comme image de la totalité psychique, consciente et inconsciente.
Le conflit intérieur de Jung a duré longtemps avant qu'il écrive son livre, dont l'impulsion inconsciente créative lui échappe en partie. Une de ses biographes, Derdber, nous rappelle d'ailleurs qu'il a souvent noté sur son manuscrit: Qu'as-tu écrit là? Qu'est-ce encore que ça? D'une certaine façon, on peut dire que la confrontation à Freud a nourri une constellation de contenus inconscients qui demandaient à émerger, se vivre et s'intégrer à la conscience de Jung. Bien que très vite ambivalente, on peut imaginer aussi que leur relation avait activé chez Jung l'espoir, le désir, l'idéal d'un lien à un autre même dans le champ de l'exploration scientifique de l'âme humaine. Espoir qui s'écroule lors de leur séparation brutale et qui lui fait revivre la blessure et la déception qu'il a connue avec son père. De manière comparable au processus inconscient qu'il vient de décrire dans les Métamorphoses, une partie de la libido incestuelle, investie dans son complexe Freud, se libère et reste sans objet. Elle va refluer vers l'intérieur et entraîner Jung dans les profondeurs de son inconscient. 1913-1928, le vécu et la découverte du soi par Jung à travers son expérience de mort, de renaissance symbolique et de transformation intérieure. Donc ces années qui correspondent aux années du livre noir et du livre rouge. Tout d'abord, la Grande Dépression de Jung entre 1913 et 1918 environ. La rupture avec Freud provoque une régression dépressive chez Jung et une longue période de reflux de son énergie, sa libido, dans l'inconscient. Jung se retrouve seul, sans savoir où ses pas vont le conduire. Il décrit cette période comme celle d'une incertitude intérieure, d'une désorientation, où il se sent flottant, comme en suspens, où il va se laisser vivre ce qui vient. Donc cette période est d'abord un vécu. C'est plus de 20 ans plus tard qu'il pourra dire que c'est une des plus importantes de sa vie et qu'elle a nourri tous les développements et les réalisations de ses œuvres à venir. En 1912, il commence à faire des rêves inhabituels qu'il ne comprend pas, mais qui l'incitent à penser qu'il y a une activation de son inconscient. Et tout en étant perdu, il se dit à lui-même: J'ignore tout à un tel degré que je vais tout simplement faire ce qui me vient à l'esprit. Je m'abandonnais consciemment aux impulsions de l'inconscient. Ce qui lui vient à l'esprit à ce moment-là, c'est les souvenirs de sa vie créatrice d'enfant qui s'exprimaient dans des jeux de construction. Et c'est ce qu'il va se laisser faire, aller au bord du lac, ramasser des cailloux et jouer à construire des maisons dès qu'il se retrouve seul, c'est-à-dire après ses consultations et ses devoirs familiaux qui l'aident pendant toute cette période à garder un pied ferme ancré dans le sol. Donc Jung est alors âgé de 36 ans. On peut dire qu'il est réputé comme universitaire à Zurich, comme psychiatre-thérapeute au Burgosli, qu'il est reconnu aussi internationalement, notamment aux USA. Donc il est marié avec Emma Jung, l'une des héritières des plus grosses fortunes suisses, et il a 4 enfants. Sur le plan psychique, on peut dire que son moi semble suffisamment solide et organisé et qu'il s'est individualisé et non pas individué. Les rêves et les visions qui se déversent en lui créent une tension psychique presque intenable. Ce mouvement est celui d'une régression dissociative entre les contenus conscients et inconscients. Il commence à noter systématiquement tous les fantasmes qui lui viennent à l'esprit. Ce travail de notation, nous dit-il, passa dorénavant au premier plan, et un flot incessant de fantasmes fut déclenché par cette activité. Donc le fait de s'intéresser à l'inconscient active et amplifie l'inconscient. Donc ce dont il parle ici, c'est l'expérience du livre noir, faite de la matière première des émotions, des sensations, des affects qui lui tombent dessus sous forme d'excitation psychocorporelle et de fantasmes. Je vivais avec une tension extrême. Tenir le coup dans cette épreuve fut une question de force brutale. Une des plus grandes difficultés que j'eus fut de supporter mes sentiments négatifs. Je m'abandonnais librement aux émotions que je ne pouvais toutefois pas approuver. Ce n'est que grâce aux plus grands efforts que je suis arrivée à sortir du labyrinthe. Pour saisir les fantasmes, il me fallait pour ainsi dire me laisser tomber en eux, et j'éprouvais à l'égard de cela non seulement des résistances, mais même expressément de l'angoisse. Je craignais de perdre le contrôle de moi-même, de devenir une proie de l'inconscient,
et je ne savais que trop clairement, en tant que psychiatre, ce que cela voulait dire. Il me fallait cependant tenter de m'emparer de ces images. La confrontation à l'inconscient que vit Jung montre sur le plan clinique l'épreuve pour le moi de s'ouvrir aux contenus les moins reluisants de soi-même et les dangers d'engloutissement et d'inflation lorsque s'ouvre la relation à des contenus entremêlant inconscient personnel et jaillissement des contenus collectifs auxquels le moi est identifié, indifférencié. La confrontation ne devient possible qu'à partir du moment où la mise en image participe de la distanciation du moi avec ce qu'il vit. Jung peut alors s'en différencier de ces images et dialoguer avec elles. Cette deuxième expérience est celle du livre rouge. Dans son vécu intime du livre rouge, Jung personnifie ses voix intérieures et leur donne des prénoms mythologiques et bibliques. Elles seront l'essence des manifestations de l'inconscient collectif qui donneront naissance aux grands concepts jungiens comme l'animus ou l'anima. Elles seront le terreau de sa compréhension de la force instinctive, archétypique, des contenus autonomes de l'inconscient auxquels le moi doit se confronter. L'une d'elles en particulier, Salomé, se mêle à ses pensées. Elle personnifie pour Jung l'expression à la fois séductrice de l'inconscient auquel le moi peut succomber et aussi l'expression positive de reliance au contenu de l'inconscient. Salomé préfigure ce que Jung dira plus tard de la fonction transcendante et de l'anima. C'est à travers elle qu'il lui vient l'idée de la transformation intérieure, du renouvellement de la conscience dans un travail essentiel du moi, de considération, de confrontation et d'intégration des contenus inconscients dans la vie consciente de l'individu. Il décrit comment il se différencie et se défend contre Salomé lorsqu'elle lui suggère que ce qu'il fait c'est de l'art, et comment s'engage pour lui à ce moment-là ce qu'il appellera par la suite la confrontation avec l'ombre et le devoir de responsabilité morale et intellectuelle de la conscience vis-à-vis des images de l'inconscient. Jung se considérait comme un scientifique, un psychothérapeute, un explorateur de l'inconscient et non pas un artiste. La tentation de l'art aurait été pour lui, dans sa dimension esthétique, aurait été pour lui l'échec de sa transformation intérieure et l'effet d'une possession par l'inconscient. C'est pourquoi il ne cesse de s'interroger: qu'est-ce que sa conscience doit comprendre des manifestations inconscientes qui lui arrivent pour enrichir la pensée scientifique sur l'inconscient? Le contre-exemple qui pourrait être donné à la vie de Jung, c'est celui de Gérard de Nerval sur lequel il a travaillé quelques années plus tard. Gérard de Nerval, malheureusement, a été possédé par la voix de son anima au détriment de sa vie amoureuse réelle, ce qui l'a conduit à se laisser séduire et fasciner par le flot de visions et de rêves qui déferlaient sur lui, sans entendre la demande inconsciente de vivre la réalité de ces images dans la vie réelle. Pendant de longues années, Jung nous dit qu'il ne comprend pas le sens de ce qu'il vit. La seule conviction qu'il a, suite au rêve de Siegfried, c'est que le moi doit sacrifier son identité à l'idéal du héros, porté par la volonté, l'attitude unilatérale de la conscience. Donc, il laisse faire et venir. Il pressent que la relation entre le conscient et l'inconscient ne dépend pas du centre de la conscience du moi, mais il ne sait pas encore comment conscient et inconscient se relient entre eux, ni comment il peut relier en lui, dans son œuvre et dans sa vie, dans le monde extérieur, ce qui s'ouvre à lui sous la forme de ses visions et de ses dialogues intérieurs. C'est une des raisons pour lesquelles, à cette époque, il démissionne de son poste d'enseignant à Zurich, en disant « Il me fallait d'abord trouver une orientation nouvelle avant de reprendre la parole ». Pendant cette période, d'un côté, il accueille dans la solitude et le secret l'expérience de son inconscient et travaille à ses imaginations dans ses carnets du livre noir et du livre rouge. De l'autre côté, il continue à faire des conférences sur la psychologie de l'inconscient notamment et prépare les types psychologiques, livres en partie inspirés par sa relation avec Freud et leur manière inconciliable de voir le monde. Les dessins de mandala et l'intuition de Jung d'un centre de la totalité psychique, de la personnalité consciente et inconsciente.
Les premières formes créatrices, intérieures et extérieures, qui le mettent sur la voie d'un ordre et d'un sens qu'il peut donner à la métamorphose intérieure qu'il sent en lui, sont l'écriture des 7 sermons aux morts et le dessin de son premier mandala en 1916. Dans un langage encore peu différencié de l'inconscient, le texte des 7 sermons est une première extériorisation de ce qui demande à émerger du pays des morts, du pays des ancêtres, comme il l'appelle le pays de l'inconscient. Il est comme un prélude, nous dit-il, de ce qu'il croit devoir communiquer au monde. Il pressent que son expérience personnelle peut concerner d'autres individus et qu'elle a une valeur pour le collectif. Ce texte est suivi du dessin de son premier mandala. Qu'à chaque fois qu'il en dessine, Jung nous dit qu'il se sent moins désorienté, moins perdu. Et en 1918, il fait un dessin un peu différent des autres, alors qu'il se sent en désaccord et en tension avec lui-même. Son mandala est amputé d'une partie du cercle et la symétrie en est troublée. Là, il comprend que les mandalas qu'il dessine quotidiennement sont un cryptogramme de l'état de sa personnalité dans son entier. Bien qu'il n'ait pas encore découvert la notion du soi, qu'il utilisera par la suite, il nous dit rétrospectivement dans ma vie. J'avais le clair pressentiment de quelque chose de central et avec le temps, j'acquérais une représentation vivante du soi. Je compris toujours plus clairement que le mandala exprime le centre. Il est l'expression de tous les cheminements. Il est centre qui mène vers le milieu, vers l'individuation. Durant les années 18 à 20, je compris que le but du développement psychique est le soi. Vers celui-ci, il n'existe point de développement linéaire, mais seulement une approche circulaire, circumambulatoire. Donc, avec les mandalas, Jung vit la créativité de l'inconscient collectif sous forme de l'émergence d'un symbole qui exerce sur lui une action salvatrice, unificatrice de sa psyché consciente et inconsciente. Cette expérience est inattendue. Elle définira l'essence du symbole dans la pensée jungienne, dans le processus de transformation intérieure. Son ressenti de l'action des mandalas constitue son expérience princeps de l'idée d'un archétype du centre, d'un archétype évocateur d'un dynamisme propre de l'inconscient autre que le moi. Cette expérience du centre produit, pourrait-on dire, un sentiment de rassemblement en soi-même des vécus opposés et déchirants que ressent la conscience. Un rassemblement comparable à une sorte d'acceptation d'une vérité intérieure qui dépasse le moi et ce qu'il perçoit de lui-même. L'action du symbole va engager le moi de Jung à mobiliser son énergie pour découvrir le sens de cet autre sujet en soi-même, en lui-même. Et c'est en cela que le symbole provenant de l'inconscient peut être transformateur, c'est-à-dire sous condition que le symbole, rappellera-t-il sans cesse, engage celui qui en fait l'expérience à découvrir les contenus inconnus dont il est porteur afin de les actualiser et de les intégrer consciemment dans sa personnalité. À cette époque, Jung sent qu'il y a un sens à ce qu'il vit, porté par un dynamisme et une loi propre de l'inconscient, mais il n'a pas encore l'idée de ce que cela signifie pour lui, ni de sa portée universelle, c'est-à-dire archétypique. 1927-28, le rêve de Liverpool, la rencontre avec l'Orient et la conjonction des opposés en Jung. Ce n'est qu'à partir de 27-28 que va s'éclairer pour Jung le sens et le but de sa transformation. À ce moment-là, il va pouvoir ordonner son vécu labyrinthique dans des idées et des concepts clés qu'il va commencer à théoriser. Là encore, son vécu intime est premier. Jung vient d'achever un mandala aux airs étrangement chinois, et l'un de ses derniers rêves, le rêve de Liverpool, que vous pourrez trouver en entier dans les annexes, représente un mandala dans l'architecture en étoiles des quartiers de la ville dans lesquels il se voit déambuler dans le noir, le brouillard et la pluie, avant d'apercevoir un îlot resplendissant de lumière qu'il reconnaît comme l'expression d'un but et d'un centre. Voilà ce qu'il nous en dit. Après ce rêve, je cessai de peindre des mandalas. Il exprimait le sommet du développement de la conscience. Il me satisfaisait entièrement, car il donnait une image complète de ma situation. Certes, j'avais jusque-là su que je me consacrais à quelque chose qui était lourd de sens, mais la compréhension de ce que je faisais me manquait, et il n'y avait personne autour de moi qui aurait pu le comprendre. Sans une telle vision, j'aurais peut-être été contraint de renoncer à mon entreprise. Mais dans cette vision, le sens était exprimé.
Lorsque je m'étais séparée de Freud, je savais que je m'aventurais dans l'inexploré, que je tombais dans l'inconnu. À cette époque-là, je n'avais aucun savoir au-delà de Freud et de son apport, mais j'avais osé faire un pas dans le noir. Quand survient alors un tel rêve, on le ressent comme un actus graciae, un acte de grâce. Jung vient de comprendre que le chaos qui l'a menacé précède une autre évolution. Il cesse de dessiner des mandalas, d'écrire le livre rouge pour se consacrer à son œuvre scientifique. Et un de ses premiers écrits d'élaboration concerne les rêves, qui paraît en 1928, et l'énergétique psychique. Dans cette publication, il aborde les rêves comme manifestation de l'activité créatrice de la psyché, pouvant avoir une visée prospective. Et il commence à élaborer la relation du conscient et de l'inconscient comme une relation de compensation, c'est-à-dire une relation où la conscience peut observer la réalité de ce qu'elle vit autrement, d'un point de vue autre, d'un savoir autre, indépendant du moi, ce qui demande au moi un effort de décentrement et d'acceptation, vécu douloureusement pour s'ouvrir à une réalité qu'il n'a pas choisie, désirée, voulue. Et c'est alors qu'il reçoit de son ami Richard Willem un traité alchimique chinois taoïste intitulé Le mystère de la fleur d'or. Il ressent sa lecture comme une illumination, une coïncidence pleine de sens pour lui, et qu'il élaborera plus tard comme le concept de synchronicité. Les conceptions du traité taoïste épousent presque littéralement tout ce qu'a vécu Jung, et elles lui permettent d'accueillir et de donner une valeur objective à ses propres contenus et intuitions. Il nous dit « En 1929 naquit le livre publié en collaboration avec Richard Willem. Ma réflexion et mes recherches atteignirent alors le point central de ma psychologie, je veux dire l'idée du soi. Ce n'est qu'alors que j'ai trouvé mon chemin de sortie vers le monde. » Ou alors, il nous dit encore, ce texte m'apportait une confirmation insoupçonnée en ce qui concerne le mandala et la déambulation autour du centre. Ce fut le premier événement qui vint percer ma solitude. Alors s'ouvre une troisième période de 1929, on peut dire, à 1940, avec la découverte de l'alchimie, d'abord à travers le mystère de la fleur d'or, puis qui va conduire Jung à l'alchimie occidentale. Les résonances entre le mystère de la fleur d'or et la maturation de l'archétype du soi. Le Tao est composé des signes tête et allée, que Jung rapproche de l'idée d'un chemin de conscience. Il le compare à une voie d'unification consciente de principes opposés ayant pour effet de dépasser la dualité de ces opposés, en entretenant une relation vivante et juste entre les lois de la vie, Ming, et la nature humaine, Sing, on pourrait dire entre les lois de l'inconscient et la conscience. Le point de vue taoïste enseigne que pour cela, l'étudiant doit se concentrer sur la lumière du cercle le plus intérieur, pour faire le vide, faisant écho à cette bascule qu'a vécu Jung et qu'il vient de comprendre dans son rêve de Liverpool, en ressentant la présence d'un centre lumineux orientant le but et la visée ultime de sa régression. La notion de vide, dans le traité taoïste, résonne aussi en Jung avec celle de détachement de la libido d'objet pour libérer le moi des projections et de l'indifférenciation entre le sujet et son objet, entre le sujet et son environnement, ou pour permettre au moi de s'ouvrir à l'inconscient jusqu'à ce qu'advienne une impulsion direction venue des profondeurs. Jung associe ce vide au centre de la personnalité. Il nous dit: le centre de gravitation de la personnalité totale n'est plus le moi, mais une sorte de point virtuel situé entre le conscient et l'inconscient, que l'on pourrait désigner du nom de soi. Donc là, c'est la première fois qu'il utilise cette notion du soi, donc dans les mystères, en commentant les mystères de la fleur d'or. Si cette translation réussit, c'est-à-dire le passage du moi au soi, elle a pour conséquence l'abolition de la participation mystique, c'est-à-dire l'indifférenciation ou l'inceste des origines, et l'on assiste à la naissance de la personnalité dont on peut dire qu'elle souffre encore aux étages inférieurs, tout en étant singulièrement détachée des événements douloureux aussi bien que joyeux aux étages supérieurs. Le Tao, nous dit-il, est illustré et symbolisé par le mandala, qui signifie cercle, de la fleur d'or. Celle-ci représente le centre, l'enceinte sacrée, qui est le mystère des origines et du terme de l'âme.
Elle est le mystère du commencement, où tout est un, où vie et nature humaine, inconscient et conscient, sont une unité dans la bulle germinale obscure qui contient le feu souverain. Elle est aussi le but suprême, la lumière au fond de l'obscurité, l'unité de la vie et de la conscience autrefois possédée puis perdue et qu'il nous faut retrouver. Lorsqu'il écrit ses commentaires, Jung a fait l'expérience de ses propres dessins pour Dala, mais il a aussi fait 2 voyages en Afrique et notamment un au Kenya et en Ouganda en 1925, dont il rapporte l'expérience unique de sa plongée dans la félicité du monde originel et sa compréhension de la valeur cosmique de la conscience, c'est-à-dire l'acte créateur de la conscience qui donne une existence objective au monde, et l'inclusion de cette conscience dans le monde originel. Il nous dit: « Je compris que depuis les tout premiers commencements, une nostalgie de lumière et un désir inépuisable de sortir des ténèbres originelles habitent l'âme humaine. La nostalgie de la lumière et la nostalgie de la conscience. » La symbolique du mystère de la fleur d'or n'a pu manquer de résonner avec cette expérience intime de Jung du monde primitif. Sur le plan psychologique, la nuit originelle fait également écho à la psyché inconsciente du début de la vie et à la régression à l'inceste originel, à l'obscurité, aux strates archaïques de la psyché, d'où émerge l'inconscience. Donc voici comment, avec quelles images, cet dynamisme est repris dans le texte du mystère de la fleur d'or. Donc je cite Jung. Le symbolisme de notre texte nous parle d'une espèce de processus alchimique de raffinage et d'ennoblissement. L'obscur enfante le lumineux. L'or noble croît à partir du plomb de la région des eaux. L'inconscient devient conscient sous la forme d'un processus de vie et de croissance. Ainsi naît l'unification de la conscience et de la vie. L'unité des deux se nomme Tao. Le symbole de ce dernier est la lumière blanche centrale. Le symbole du soi. Jung commande que le mandala est un geste ancestral consistant à tracer un cercle magique, c'est-à-dire qu'il y a une action, un effet, autour d'un centre, d'un temple, d'un téménos, qui protège le centre des fuites. Ce que Jung traduit par le danger de dissolution de la conscience par l'inconscient collectif et ou le danger de se laisser dévier du chemin par l'extérieur. Le point central en est une intensité, une énergie, nous dit-il. Donc c'est important, il rappelle aussi que le temple téménos représente psychologiquement chez l'individu le soi intime, c'est-à-dire le soi psychocorporel avec les limitations données par le corps. Le tracé du cercle est un mouvement opérant, donc venu des profondeurs ressenties en soi. Il est jaillissement de l'impulsion créatrice de la vie qui participe à la conscience dans l'espace sacré de son intimité. Il a pour signification l'extension et l'unification de la vie et de la nature humaine, c'est-à-dire une extension de la conscience de soi dans l'unification des opposés, dans l'unification du conscient et de l'inconscient. Cette mise en mouvement, cette conscience que quelque chose se passe, qui nous dépasse, a valeur de symbole et est une expression primordiale de l'unification du conscient et de l'inconscient. Ce processus, autour et vers le centre, vers cette énergie, cette intensité, est circumambulatoire, c'est-à-dire qu'il n'est jamais achevé et se répète tout au long de la vie. La voie taoïste nourrit donc les réflexions de Jung sur la dynamique des opposés dans le chemin du devenir conscient, rendu possible grâce au symbole, c'est-à-dire cette impulsion vitale venant de l'intérieur ou de l'extérieur, se manifestant à la conscience sous la forme d'un langage primitif. Donc ici, le fait de dessiner des mandalas, qui permet d'atteindre et d'exprimer l'inconscient, tout en protégeant le conscient des forces de désintégration de l'inconscient collectif. Il résume ainsi sa pensée sur le symbole. Le symbole est d'une part l'expression primitive de l'inconscient et d'autre part l'idée qui correspond à la plus haute réalité pressentie par la conscience. Le symbole dans le sens jungien n'est donc pas l'image illustrative du symbole, il est un vécu qui engage tout l'être qui en fait l'expérience. Ce vécu conscient n'est pas encore pensée consciente sur le vécu, c'est le sentiment que quelque chose se passe.
le langage primitif du symbole se déploie spontanément et ne fait pas appel à la rationalité consciente. Cette mise en relation du conscient et de l'inconscient naît donc de cette expérience de l'inconscient comme nouvelle source d'animation de la psyché. Donc c'est à partir de cette fonction du symbole que Jung parlera de la fonction symbolique. Celle-ci n'est pas statique, elle s'enrichit et s'approfondit dans les expériences vécues du soi sur le chemin du devenir conscient. Le symbole, quel qu'il soit, ne résout pas l'opposition entre conscient et inconscient, c'est-à-dire ne résout pas les conflits intérieurs qui paraissent insolubles. Le vécu d'unification des opposés par le symbole du soi occasionne plutôt un dépassement de la dualité psychique, de la tension, c'est-à-dire une façon de voir dans une lumière différente, une façon de prendre du recul ou de la hauteur du fait de la prise de conscience que quelque chose de plus vaste et de plus élevé fait son apparition. Ce décentrement et cette acceptation du moi de s'ouvrir à une réalité qui n'est pas la sienne, dans un mouvement d'union avec le soi, est une étape douloureuse pour le moi. Elle s'opère généralement à des moments où ce qui advient n'est pas voulu par le moi. Quand Jung travaillera sur la symbolique chrétienne de la quaternité, c'est le symbole de la croix et de la crucifixion qui pourra rendre compte de ces moments nécessaires de décentrement sur le chemin du devenir conscient. Ce devenir conscient à partir d'une reconnaissance d'un centre autre que le moi est ce que vient de vivre Jung dans sa confrontation à l'inconscient. Il est la dimension de l'individuation auquel il s'attache à cette époque dans sa psychologie. Il nécessite, comme on l'a vu, un détachement de la libido d'objet qui peut être vécu comme une chute, un vide, à partir duquel le symbole émerge, donnant un ressenti de soi et du monde, une conscience de soi dans le monde, différente ou tout autre. Un autre exemple illustratif, pris dans un autre domaine, pourrait être celui d'un épisode de la vie de la danseuse Isadora Duncan. Dans les années 20, elle perd tragiquement ses 2 enfants. Cette tragédie est extrêmement intime et en même temps extrêmement universelle. Après un temps d'abattement, il lui vient une danse qu'elle appellera la mère. C'est une danse d'adieu à ses enfants, dans laquelle elle peut se relier à la douleur ancestrale des mères ayant perdu leurs enfants, et dans un geste ultime en direction du ciel, transformer sa douleur en une acceptation et une espérance. La danse qui lui vient est venue à valeur d'une fonction symbolique et d'expression du travail subjectif intime d'Isadora Duncan et de son expérience du soi. Cette danse est un enfantement qui est par ailleurs resté à la postérité. L'archétype du soi. La découverte donc du traité alchimiste taoïste conforte Jung dans son hypothèse d'un inconscient collectif structuré par des archétypes. Et il engagera Jung dans un travail de longue haleine jusqu'à la fin de sa vie sur la valeur du symbole d'un point de vue psychologique et empirique sur les plans individuels et collectifs. Donc Jung a déjà employé la notion d'archétype dès 1919 pour différencier l'inconscient personnel et l'inconscient collectif ou impersonnel, pour lequel il a fait l'hypothèse d'une psyché inconsciente indépendante, régie par des dispositions instinctives communes à tous les hommes, une psyché collective qui interagit dynamiquement avec la psyché consciente de chacun, que l'on en ait ou pas conscience. L'archétype du soi va venir nommer le centre structurel de la psyché consciente et inconsciente, impulsant la dynamique instinctive de vie, poussant à la croissance existentielle, poussant à la conjonction des opposés, conscients et inconscients, et à l'émergence d'une relation nouvelle, transcendante ou symbolique du moi à l'inconscient, et ce faisant, éclairant la conscience du moi, de ce qui l'anime et de ce qui s'accomplit en lui, tout en étant distinct de lui. Donc, avançant un petit pas dans son approche de l'inconscient collectif, Jung distingue l'archétype du soi, qui est insaisissable, de ses effets manifestés. Donc, si l'archétype est à la source des symboles et des images archétypiques, il ne se confond jamais avec elles, qui sont seules susceptibles de connaissance et d'expérience dans la relation à la conscience.
Dans la psychologie de Jung, l'archétype du soi est une prédisposition proche de l'instinct, présent dans tous les êtres vivants, qui anime, qui active les contenus de l'inconscient collectif depuis les origines de l'humanité, dans la rencontre avec le soi intime incarné, le soi de chaque individu particulier, avec son histoire, sa culture, ses spécificités et son inconscient personnel. Ainsi nous dit-il, lorsque nous arrivons au monde, nous arrivons avec le potentiel génétique qui nous est propre et avec le potentiel hérité, un système organisé, prêt à fonctionner, correspondant à toutes les situations qui prévalent depuis les temps les plus anciens, ce qui veut dire qu'il y a eu jeunesse et vieillesse, naissance et mort, fils, fille, père, mère, il y a accouplement. Seule la conscience individuelle vit ces divers facteurs pour la première fois. Pour le système corporel et pour l'inconscient, ce n'est pas nouveau. Les images archétypiques, quand elles apparaissent dans les rêves par exemple, n'ont pas de signification universelle. Elles ne peuvent s'expliquer qu'en lien avec la situation psychologique de l'individu particulier qui doit en comprendre le sens dans sa vie personnelle. Dit autrement, l'action de l'archétype impulse une activité typique qui répond à une situation donnée, individuelle, à partir de l'instinct tel qu'il a façonné et évolué avec l'histoire de l'humanité, et qui entre en résonance avec le vécu de l'individu en qui il se manifeste. Il a souvent une action compensatrice du fonctionnement conscient. Le soi comme image archétypique de la totalité. Jung a introduit dès son commentaire de la fleur d'or la question de la totalité au niveau de l'histoire collective, en différenciant les symboles religieux occidentaux et orientaux, chacun reposant sur une historicité propre et une évolution singulière, structurelle de leur psyché collective. La représentation du mandala comme image archétypique du soi met en résonance l'intérieur et l'extérieur, le macrocosme et le microcosme. Il est pour Jung une manifestation psychique d'une réalité de l'inconscient collectif, c'est-à-dire d'une réalité de l'âme ou de la psyché objective, qui se projette dans un symbole collectif religieux. En ce sens, le mandala est équivalent à une imago Dei, un inconnaissable, une projection sur une entité métaphysique du mystère du vivant, mais dont l'homme oriental, nous dit-il, n'a pas perdu de vue la dimension psychologique d'expérience intérieure et de rédemption, entre guillemets, qui a pour base l'œuvre que l'on doit accomplir sur soi-même et non pas l'attente d'une grâce, d'une divinité placée au-dessus de soi. Le Tao a besoin de l'individu pour s'accomplir, nous dit-il. La dynamique créative de l'unification à l'inconscient, l'union des opposés, a besoin de l'individu conscient, c'est-à-dire différencié de l'inconscient, pour en faire l'expérience. Sur le plan individuel, le devenir conscient opère, on peut dire, dans un double mouvement. Il est une expérience intime de l'insaisissable qui nous vit, qui nous meut, qui nous déchire, commun à toute l'humanité et qui donne à chacun une place d'égale valeur au regard de la psyché objective, du centre, de l'archétype du soi. Il est en même temps un effort individuel de discrimination et d'incarnation de la part qui lui incombe, en donnant sens à ce qui advient d'un au-delà du moi, tant de l'extérieur, les événements de la vie, que de l'intérieur, les rêves, les intuitions, ou les pressentiments, ou les sensations, en faisant son affaire. En faire son affaire, c'est-à-dire en faire son histoire, la vivre et l'accomplir. Le devenir conscient de soi est donc un chemin dialectique d'ouverture à l'autre et dans la relation à l'autre extérieure, réelle, et la relation à l'autre intérieure. Cela ne signifie pas être confondu avec la totalité, dont le terme est trompeur et que Jung a très peu utilisé, mais cela signifie devenir plus entier dans la conscience élargie de ce qui nous vit intimement. La relation de complémentarité du conscient et de l'inconscient peut être vécue à différents niveaux. Il y a différents niveaux de conjonction. La coupure entre les deux va toujours dans le sens d'une inadaptation à la vie sur le plan personnel ou sur le plan collectif. Jung parle par exemple, dès les années 30, d'une évolution de la conscience trop unilatérale en Occident, créant un hybris de l'homme occidental, une perte de Dieu, entre guillemets,
une liberté prométhéenne menaçant l'équilibre, notamment des plus fragiles dans la société. Jung nous dit qu'il a choisi le terme de soi après une considération approfondie et une évaluation empirique et historique importante. Il y a trouvé une expression appropriée pour explorer son chemin de compréhension de l'inconscient collectif et des archétypes, mais il reste convaincu que la psyché individuelle s'inscrit dans une histoire et une culture. Il a toujours rejeté l'idée que la psychologie analytique est le reflet des conceptions orientales de la spiritualité. C'est dans l'alchimie occidentale qu'il va découvrir la base historique qui lui permet d'ancrer sa psychologie empirique et scientifique dans ses racines occidentales. Et c'est aussi avec la découverte de l'alchimie occidentale que prendra sens pour lui, dans son histoire personnelle, le but de son individuation. La lecture du Secret de la fleur d'or met Jung sur la voie de l'alchimie. Grâce à elle vont s'éclairer des rêves qu'il a faits dans les années 20, restés incompris de lui et dans lesquels il se voit, à côté de sa maison, il voit qu'il y a une aile ou une construction ou un bâtiment inconnu. Dans l'un d'eux, qui date de 1926 et qu'il relate plus particulièrement, Jung reste prisonnier des enceintes d'un château seigneurial datant du XIIIe siècle. Il a déjà cherché pendant plusieurs années dans les auteurs gnostiques, les traités religieux et philosophiques, des éléments de connaissance de ce qu'il avait à découvrir dans ce bâtiment inconnu. Et c'est en s'approchant de l'essence alchimique taoïste qu'il s'ouvre à la lecture de l'alchimie médiévale occidentale. Il s'y met petit à petit jusqu'à ce qu'il ressente intérieurement, vers 1929, que l'alchimie est la grande affaire de sa vie. Celle qui vit en lui pour pénétrer, unifier, explorer, pourrait-on dire, dans son œuvre scientifique, le processus personnel et archétypique de la connaissance de soi, le secret de la personnalité. C'est à ce moment-là qu'il découvre son mythe personnel. Il trouve avec l'alchimie l'ancrage de sa psychologie analytique, de sa psychologie du soi. Il nous dit: avec son étude, je discernais que l'inconscient est un processus et que les rapports du moi à l'égard de l'inconscient et de ses contenus déclenchent une évolution, voire une métamorphose véritable de la psyché. Dans les cas individuels, on peut suivre ce processus à travers les rêves et les fantasmes. Dans le monde collectif, ce processus s'est trouvé inscrit dans les différents systèmes religieux et dans les métamorphoses de leurs symboles. Donc il va enrichir sa conception du soi comme centre et aussi comme but de l'individuation. Jusqu'à là, il a mis l'accent sur le devenir conscient. Mais avec la découverte de son mythe personnel, Jung va insister sur le processus d'individuation comme chemin de réalisation de soi. À partir des années 30, il travaille assidûment à décrypter le langage alchimique jusqu'à la publication de Psychologie et alchimie, dans lequel il revient sur ses conceptions du soi. Il nous dit, par exemple, le soi est un centre comparable à l'horloge du monde. Le centre, inconnaissable en soi, agit comme un aimant sur les matériaux et les processus disparates de l'inconscient et il les capture peu à peu comme dans un réseau cristallin. Au fur et à mesure du processus, le symbole central se fraye un chemin à travers le chaos apparent des enchevêtrements dramatiques de la psyché personnelle. Il nous dit encore: ce centre que j'ai appelé soi désigne le point à partir duquel la psyché est inconnaissable. Pour les matérialistes, ce point originaire se fondrait avec le corps, et pour les spiritualistes, ce soi serait l'esprit qui anime l'âme et le corps. De mon point de vue, ce que j'observe, c'est que les processus concernant ce centre de la psyché objective fournissent des images orientant vers un but, indépendamment de toute suggestion extérieure. Ce motif, qui apparaît de plus en plus clairement dans les rêves, est comparable à un existant a priori, un archétype inhérent à l'inconscient collectif et échappant de ce fait à la naissance et à la mort de l'individu. L'archétype est une présence éternelle que le conscient perçoit ou non, et il s'agit seulement de savoir si la conscience le perçoit ou non. En pratique, on ne le rencontre sous une forme claire que dans un nombre limité de cas, ce qui ne l'empêche nullement de jouer le rôle d'un pôle secret autour duquel tout tourne en fin de compte. En définitive, toute vie est la réalisation d'un tout, c'est-à-dire d'un soi,
raison pour laquelle cette réalisation peut être appelée individuation, car toute vie est liée à des porteurs et à des réalisateurs individuels. Chaque porteur reçoit aussi une destinée et une spécificité qui lui sont propres, et ce n'est que leur réalisation qui confère un sens à l'existence. Pour conclure, donc sur ce premier temps d'élaboration du soi chez Jung, on peut dire qu'il vient d'éprouver durant tout l'entre-deux-guerres comment un centre de la psyché collective a renouvelé en lui des forces de vie. Il a repéré un potentiel de guérison pour rassembler ce qui est dissocié et morcelé dans la psyché, créant la maladie de l'âme. Et il est mobilisé par la visée thérapeutique du soi, dans la dynamique de relation du conscient et de l'inconscient. Avec l'alchimie, Jung accède à une connaissance historique, prémoderne, ésotérique, dont il repère que le grand œuvre de transformation du plomb en or parle sous la forme de projection dans la matière du processus psychique de transformation, celui de l'individuation, celui qu'il a lui-même vécu. Donc Jung se perçoit alors comme le continuateur moderne de l'expérience alchimique. Il trouve là le sens de la réalisation de son soi intime dans l'exploration de l'opus alchimique pour transmettre sa théorie de l'individuation. Et c'est ce à quoi il va s'atteler à partir de l'après-guerre et dans ses différentes publications, à travers de nouveaux écrits où l'alchimie ouvre véritablement une nouvelle page dans sa vie et dans son œuvre. Donc, ce qui mériterait donc de nouveau de reprendre l'unité de son œuvre dans l'après-guerre à partir de la façon dont il va enrichir sa conception du soi. Il va notamment approfondir le symbole de la conjonction alchimique comme processus archétypique du soi dans le transfert de la cure psychanalytique et aussi dans les symboles et les liens aux symboles religieux chrétiens. Ce qui va l'amener à renouveler toutes les questions de la dualité psychique dans les profondeurs de la psyché à travers de nouvelles réflexions sur l'ombre et sur le bien et le mal. Donc, une affaire à suivre. Donc, je vous remercie, je vais arrêter là pour cette présentation. Donc, vous trouverez en annexe, pour ceux qui auront regardé, une petite bibliographie et le détail du rêve de Liverpool. Merci.